Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle journée. Comme l'a dit Alain ce matin, on va parler rentabilité. Alors on a plein de sujets à évoquer. Pour ceux qui sont déjà venus à e-commerce Connect, ils savent je suis excessivement bavard. J'ai toujours énormément de questions. Donc si vous en avez, vous êtes la priorité. Donc n'hésitez pas à nous le dire avant la fin, à nous dire que vous avez des questions pour l'un de nos intervenants ou pour les trois. Comme ça on pourra y répondre avec grand plaisir. Je vais refaire les présentations, parce que je les ai trouvées un peu loupées, celles d'Alain. On va pas lui dire maintenant qu'il est parti. Donc, tout à ma gauche, on a Clément Chiarello, qui est directeur e-commerce de Valrhona. Valrhona, c'est l'un des plus gros chocolatiers B2B, qui vient de fêter ses 100 ans. C'est pas rien, 100 ans pour une boîte. Merci d'être là, Clément. Merci. Ensuite, on a Nicolas Gelb-Farb, excuse-moi, responsable digital group de chez Rand et donc pour la marque de maroquinerie Lollipops et de bijoux Balaboosté. Hyper intéressant parce que Lollipops, panier moyen autour des 70 €, Balaboosté, vraiment bijoux plus entrée de gamme, panier moyen autour des 20, c'est ça ? Autour des 20-25 €. Ouais. Ouais. Donc c'est pas tout à fait les mêmes problématiques en termes de rentabilité. Quand on a un panier moyen à 25 €, ben, il faut être créatif. Et du coup, Mathieu Malinger, qui est directeur e-commerce de Munhoven, en charge du site drinks.lu, qui est un site de livraison de boissons. Alors d'autres problématiques, logistiques, etc. quand on fait de la boisson, en plus de la boisson consignée. Donc on y reviendra. Bonjour à tous. Alors commençons, je vais commencer par toi Mathieu avec une question toute simple. Donc les quatre thèmes d'aujourd'hui quand même, donc les quatre thèmes c'est... Le premier, ça va être évidemment de comprendre ce qu'est la rentabilité, parce que finalement, il y a plein de définitions, il y a plein de façons aussi de la regarder, de la calculer, etc. Donc on va se poser ces questions-là. Ensuite, on va évidemment voir comment, en termes d'expérience client, on peut améliorer la rentabilité, avant de parler de publicité, parce que c'est difficile de ne pas en parler, et de finir avec un thème autour de l'organisation, de l'automatisation, et on va se demander par exemple si l'IA peut nous aider, et je sais que certains d'entre eux l'utilisent déjà beaucoup, donc on va se poser toutes ces questions-là, et toutes les vôtres aussi, donc n'hésitez pas. Donc Mathieu, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'était donc aujourd'hui, pour toi, quels sont les éléments clés pour optimiser la rentabilité de son e-commerce ? Question assez large, mais qui va nous permettre de rentrer dans le sujet. Alors tout à fait, la question est assez large effectivement, parce que la rentabilité, il y a beaucoup d'endroits où on peut l'améliorer. Nous, en tant que drinks.lu, on vend de la boisson à une clientèle de particuliers. Donc ça va de l'eau jusqu'au vin haut de gamme, les spiritueux, etc. Et on fait la livraison à domicile qui est offerte à partir de 100 €. Un des sujets importants pour nous, ça va être la fréquence d'achat des clients. Parce que, comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, le coût d'acquisition client aujourd'hui sont de plus en plus élevés. Et faire venir un client, pour beaucoup de e-commerçants, et c'est notre cas, on ne va pas être rentable dès la première commande. On a des coûts d'acquisition qui montent et c'est rare d'être rentable dès la première commande. Donc nous, notre challenge, c'est d'augmenter le repeat business auprès de nos clients. Parce qu'un client qui vient juste passer une commande, au final, ça ne va pas forcément nous intéresser. Donc on a un gros enjeu au niveau de la fidélisation des clients. D'autant plus qu'on vend quand même beaucoup de boissons de tous les jours, comme l'eau, comme les sodas, etc. Donc on a un business où l'enjeu va vraiment être d'augmenter notre repeat business d'année en année. Nous, ce qu'on a mis en place pour augmenter le repeat business, c'est un programme de fidélité qu'on appelait le Club Drinks. Donc une solution assez classique, mais qui va nous permettre de fidéliser les clients. L'enjeu, c'est de faire venir nos clients sur le site pour passer commande plus de 4 fois par an, pour augmenter du coup ces commandes. On a la chance d'avoir un panier moyen qui est assez élevé, autour de 140 € pour les boissons. Et donc vraiment un gros enjeu pour faire venir les clients plus de 4 fois par an sur le site. Pour ça, on a mis en place un programme de fidélité à palier, avec un statut bronze, un statut silver, un statut gold. Et l'enjeu, c'est vraiment de stimuler notre base client pour leur donner envie de venir, de faire du repeat business, avec des promotions qui vont devenir accessibles que pour certains clients. Un des enjeux aussi pour la rentabilité, c'est de pouvoir cibler mieux nos clients et envoyer des promotions ciblées sur certains clients plutôt qu'envoyer un code promo à toute la base client qui va forcément avoir un gros impact sur la marge. Donc aller chercher de la promotion ciblée sur certaines catégories de produits, sur certaines catégories de clients, connaître mieux leurs habitudes d'achat aussi, parce que nous on a un business qui est omnichannel. On a une dizaine de points de vente au Luxembourg, plus le site internet.
Et l'enjeu est donc aussi de la connaissance client en magasin grâce à ce programme de fidélité, puisqu'on ne connaissait pas forcément les achats de nos clients en magasin. Et le programme de fidélité nous permet du coup de mieux connaître toutes leurs habitudes de consommation, de mieux les cibler, de mieux les targeter pour les temps forts de l'année. Donc gros enjeu autour du coût d'acquisition qui est élevé chez nous et qu'on essaie de rentabiliser le mieux possible. Donc je pense que c'est important pour tout le monde aujourd'hui de bien connaître son coût d'acquisition client, de bien connaître la lifetime value de vos clients et savoir à partir de quel moment vous allez être rentable et bien mesurer ces indicateurs dans le temps, le repeat business, pour être sûr aussi que tout cela s'améliore et que les clients soient satisfaits et reviennent le plus souvent possible. Pour bien connaître son coût d'acquisition, sa LTV, Clément, il va falloir bien travailler son analytique pour aller vérifier comment on trouve toutes ces données. Justement, comment on mesure et comment on analyse aujourd'hui la rentabilité d'un site e-commerce ? Bonjour à tous déjà. Nous, on a peut-être déjà pour expliquer un peu le modèle chez Valrhona qui est un peu différent. Le cœur de métier, c'est quand même de la vente aux professionnels sur de la gastronomie sucrée. Donc grosso modo, on propose à 2 cibles d'artisans et hôtellerie-restauration de venir chercher l'ensemble des gammes sucrées chez nous en rentrant par la marque mère qui est Valrhona et en proposant ensuite tout un range de produits avec de la vanille, de la purée de fruits, potentiellement d'autres gammes demain. Donc ça, c'est un peu déjà le modèle de vente qu'on a. Notre business model, il se base sur 2 choses qui sont du coup le multimarque et le multimarché. Nous, quand on lance un site de vente en ligne, pour calculer en fait la rentabilité, on la mesure déjà sur une contribution indirecte en se disant, à partir du moment où on met de la prise de commande en ligne, on va décharger du temps à la force de vente, on va décharger du temps au service client et on va redonner du poids au commercial sur accompagner le client dans le choix des produits, la décision, et moins sur de la prise de commande. Donc ça, c'est le constat en fait de base quand on le lance. On a du coup plutôt une garantie de rentabilité sur le site. On va, par rapport aux investissements qu'on a mis, forcément regarder à quel moment on a un seuil de rentabilité en termes de volume sur notre site, quoi. Ensuite, on va partir plutôt sur une notion d'expansion. Et là, effectivement, après, de toute façon, un site, pour mesurer la rentabilité, on monte un PNL sur son canal, on va regarder où est-ce qu'on a des dépenses, où est-ce qu'on a des gains, où est-ce qu'on peut en avoir de manière supplémentaire. Quand on travaille au niveau des dépenses, il y a plusieurs postes. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Il y a notamment les frais de structure. Donc, un des points cruciaux pour nous dans une stratégie multimarché d'expansion avec des frais de structure du coup qui peuvent s'envoler, c'est la standardisation. Et c'est là qu'on va travailler aussi beaucoup la rentabilité. C'est-à-dire qu'on essaye de monter une approche qu'on dit corps modèle, grosso modo, chez nous, en tout cas de standardisation des outils, des processus, en se disant, je ne vais pas réinventer à chaque fois un site quand j'ouvre sur un nouveau marché. Je repars sur une techno standard et je la localise en fonction des spécificités du marché. Donc ça, voilà, mais après, c'est un peu spécifique à notre activité. Pour des indicateurs plus précis, comme tu parlais sur le CAC, le lifetime value, en fait, on arrive un peu aujourd'hui dans ces discussions, beaucoup chez Valrhona. On était dans une phase, du coup, comme je dis, de lancement, d'expansion. Donc, on a lancé la France, on va lancer l'Italie. Ensuite, on a des velléités à aller sur l'Allemagne, l'Espagne. Et ensuite, se posent effectivement les questions maintenant de transférer un client. Du coup, on sait que c'est intéressant. Le canal e-commerce devient un vrai canal de recrutement en ligne. Donc, suivre son coût d'acquisition va devenir de plus en plus important et de le comparer avec le terrain, en fait, ou avec d'autres canaux. Ça, c'est un sujet. Et le lifetime value, effectivement, est-ce qu'un client utilise plus le canal e-commerce que les autres canaux? Est-ce qu'il va rester plus longtemps fidèle à la marque en utilisant ce canal-là qu'un autre? Oui, ça passe par pas mal de recroisements de données et du coup nous on a monté carrément un programme de data e-commerce en fait autour de ça et d'essayer de creuser ces indicateurs. Donc voilà un peu la réponse que... Nicolas, toi, tu as, comme on le disait en introduction, deux sites web, dont un dont le panier moyen est à 25 €. Tu me disais aussi que le groupe était tenu par une famille depuis de nombreuses années, qui avait vraiment une approche très zéroïste. Ça veut dire quoi, avoir une approche très zéroïste ? C'est déjà bonjour à tous.
C'est que tout ce qui va être aujourd'hui nice to have sur les sites ou des sujets, on ne peut pas mesurer la rentabilité, on n'est pas sûr à 100% de la rentabilité que cet outil sort ou que ce canal d'acquisition sort. Aujourd'hui, on va l'exclure. On va le tester peut-être avant. On va le tester à petite échelle. Et si on a un doute, on ne va pas y aller. Ce qui nous permet de nous centrer vraiment sur des outils, sur des canaux à forte rentabilité, de les arrêter parfois si on a des doutes sur les statistiques que ça nous renvoie. Et des exemples par exemple? Oui, à un moment donné, on avait les plateformes d'affiliation. Les plateformes d'affiliation nous renvoient des chiffres d'affaires qu'à un moment donné, on n'arrivait pas en fait, nous, à recouper avec les données qu'on avait dans nos outils d'analytics. Et typiquement, quand on a le doute, on a arrêté. Et on n'a pas vu ensuite d'impact à long terme sur le chiffre d'affaires. Et à chaque fois qu'on a le doute et qu'on arrête, on voit rarement un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Et on va essayer de le suivre quand même sur des longues périodes pour voir comment ça peut se passer. Dans le sens inverse, il y a des trucs, des fois, ça nous arrivait de couper. Et on l'a vu 3-4 mois après qu'il y avait un impact soit sur les visiteurs sur le site, soit sur le chiffre. Et dans ces cas-là, on rattrape la chose. Mais cette méthode-là nous permet aujourd'hui d'avoir des ROI élevés et surtout d'avoir des ROI qui sont entre guillemets garantis. Ce qui fait que c'est une approche qui est plutôt pérenne. Et on arrête de faire de l'acquisition à fond perdu. Et comment justement tu décides qu'une opération est assez rentable pour la continuer? On a un objectif de ROI qui est fixé, qui nous permet nous de couvrir la marge, les coûts indirects, les coûts directs. Et cet objectif-là, donc aujourd'hui, on fixe à nos partenaires un objectif de ROI sur le CATTC. Comme ça, c'est une information qui est plus facilement accessible à tous. Nous, on connaît derrière quels sont nos coûts. Et si ce ROI-là est atteint, très bien, on continue. S'il n'est pas atteint, on commence à se poser des questions. Okay. Tu parlais tout à l'heure, Mathieu, de l'expérience client et surtout du repeat business. Mais quand on a un client sur son site, avant de penser à le faire revenir, on a d'abord envie de penser à lui faire le panier moyen le plus élevé. Comment justement, en termes d'expérience client, on peut augmenter la valeur moyenne des achats sur un premier achat, par exemple? Alors, il y a différentes techniques, effectivement, pour faire augmenter le panier moyen. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de CMS proposent un outil qui est très efficace quand il est bien utilisé, c'est la vente additionnelle, le fait de pouvoir mettre des produits complémentaires dans vos fiches produits. C'est quelque chose qui va permettre d'aller faire augmenter le panier moyen assez facilement. J'imagine que dans les catalogues, vous avez tous des produits complémentaires qui se lient bien avec certains produits. Ça, c'est un outil très efficace. Ça prend un peu de temps à bien configurer, mais avec un impact très fort pour faire augmenter les paniers moyens. Donc jouer là-dessus. Après, on peut également, plus pour faire augmenter la marge moyenne sur les commandes, jouer sur les produits et les suggestions qui pourraient également plaire aux clients. Donc plus des produits de substitution, je vais dire. Proposer des produits qui sont équivalents mais avec une plus forte marge aussi, puisqu'on parle de rentabilité aujourd'hui. Donc mettre en avant vos produits qui ont des belles marges. Ce produit pourrait aussi vous plaire, comme on voit sur beaucoup de sites actuellement. Comme c'est bien géré, c'est efficace. Aller chercher à mettre en avant auprès du client un produit avec une meilleure marge pour essayer de le faire acquérir ce produit plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est des choses efficaces. Pensez toujours également sur les landing pages à faire un bon mix entre les produits, on va dire, à volume et les produits à marge pour aller chercher des commandes rentables. Je pense que c'est les leviers principaux qui sont utilisés aujourd'hui et qui vont permettre de faire augmenter vraiment le panier moyen sur une première commande, effectivement. Et justement, quand on voit des gens sur une fiche produit classique ou sur ton site classique et sur une landing page, tu remarques des grosses différences de comportement, de data, de panier moyen? Alors, nous, aujourd'hui, pour mesurer ça, déjà, pour voir les pages efficaces, etc., on se sert de Hotjar, qui est un outil très intéressant pour pouvoir suivre ce qui se passe sur le site, les catégories visitées, etc. Être sûr que vos produits soient bien visibles sur le site, dans des catégories chaudes. Donc, pour ça, l'outil Hotjar est top. On se sert aussi de beaucoup de Google Analytics pour bien mesurer notre expérience client sur le site.
et être sûr du coup que les produits soient bien trouvables. C'est un enjeu hyper important quand on a des catalogues qui peuvent être très larges. Avoir une barre de recherche très efficace pour que les clients ne ratent pas les produits qu'ils ont besoin de trouver. Et s'assurer au maximum d'avoir les catégories chaudes au bon endroit sur le site. Donc, avec des outils aujourd'hui comme peuvent l'être Hotjar, très intéressants, faciles à mettre en place et utilisables. Clément, quand on s'adresse comme ça à un marché plus B2B, comment on fait pour inciter à l'achat plus fréquent quand j'imagine quand ils viennent chez vous, c'est qu'ils ont des projets particuliers et ils viennent pas juste pour le plaisir. Comment on arrive justement à augmenter le repeat business sur ce genre de profil? Effectivement, déjà c'est ce que je disais à la genèse, c'est un des enjeux du coup, c'est d'amener le client à utiliser le canal e-commerce. Je pense oui que la réponse c'est la connaissance du client et la connaissance de son besoin. Un exemple simple et concret, nous un client, il arrive très fréquemment que des clients repassent les mêmes commandes d'une année sur l'autre, puisque finalement ils fonctionnent par une saisonnalité. Donc entre Pâques et Noël qui sont des gros temps forts. Après, il peut y avoir la Saint-Valentin, d'autres choses comme ça. Mais voilà, ils ont tendance à repasser la même commande. Ce qu'on a fait, par exemple, dans leur espace client, c'est venir intégrer l'ensemble de l'historique des commandes, offline et online. Pourquoi? Parce qu'une commande qui est finalement passée offline à un moment, si on la retrouve directement dans l'espace client, on a la fonction de reordering derrière qui permet de la repasser directement en ligne. Ça, c'est un des moyens d'accélérer le transfert et de favoriser le repeat business sur une partie B2B. Donc c'est un exemple très concret. Après, il y a l'idée d'utiliser, en tout cas chez nous, un des points, ça va être de digitaliser l'ensemble des services qu'on peut retrouver finalement sur la partie offline. L'échantillonnage, on le pratique beaucoup avec le service client. C'est un moyen en tout cas de présenter les nouveaux produits. C'est quelque chose qu'il faut maintenant qu'on retrouve en ligne aussi et qu'on puisse proposer pour, idem, inciter à venir tester de nouveaux produits. On va retrouver le programme de fidélité. On a un programme de fidélité qui fonctionne aujourd'hui offline. On cumule des points aussi sur la partie online, mais on ne peut pas encore les dépenser sur le site. C'est tout des choses sur lesquelles on va avoir des réflexions de travailler dessus, parce qu'on sait qu'à un moment, un client qui peut revenir utiliser directement ses points en ligne et avoir encore un bénéfice supplémentaire, c'est une incitation à le faire venir en ligne par rapport à un autre canal. Et quand on vend comme ça en B2B à des marchands qui, j'imagine, avant avaient l'habitude de passer avec des commerciaux, des conseillers, etc., qui du coup avaient un lien avec quelqu'un qui certainement pouvait aussi peut-être négocier, pouvait négocier aussi bien le prix que des conditions de paiement, de livraison, etc. Comment vous arrivez justement à standardiser, à les faire passer que en ligne ? C'est double enjeu. Il est à la fois par rapport à la force de vente, c'est-à-dire qu'on a utilisé la force de vente aussi comme un vrai relais auprès de la clientèle pour pousser la vente en ligne. Donc le commercial a été aussi missionné à venir présenter la partie vente en ligne et à inciter son client à passer en ligne, notamment sur les commandes récurrentes, et en lui partageant le fait que lui allait rester plutôt sur une partie de conseil et d'accompagnement, notamment par rapport au fait qu'on étoffe le catalogue. Et puis après, il y a toute la partie technique, entre guillemets, ou en tout cas la partie du CMS. C'est-à-dire que nous, un client, effectivement, a une politique tarifaire très spécifique, quasiment propre à chaque client, et on la retrouve aujourd'hui en ligne. Donc il a exactement les mêmes conditions tarifaires sur le terrain qu'en ligne. Ça demande pas mal de technologies, de flux derrière, de connexion en fait finalement entre le CMS, le RP, la CRM. Mais c'est un enjeu crucial. Si le client aujourd'hui ne retrouve pas la même politique tarifaire sur le terrain et en ligne, c'est sûr qu'il passera pas en ligne. Pour l'inciter encore plus, on ajoute quelques remises exclusives en ligne pour accélérer justement le passage. Donc voilà, c'est un peu les deux facteurs, je pense. C'est la partie vraiment métier. C'est une stratégie omnicanal, donc on a besoin de la force de vente et du service client pour faire la promotion de ce canal-là. Mais par contre, ce canal-là doit garantir au client de retrouver finalement tous les avantages. Nous, on a également chez Moonoven, le gros de notre activité, c'est également du B2B. Jusque-là, on a plus parlé de Drinks.lu, mais on a le site eMoonoven dédié à la clientèle professionnelle, avec le même type d'enjeu également. Nous, on a mis en place également un module où le client retrouve tous les produits qu'il a commandés sur la dernière année, en fait.
il va retrouver facilement tous ses produits et ça c'est important pour une clientèle B2B puisqu'on a également le même type d'enjeu. Il faut que nos clients trouvent très facilement les produits qu'ils commandent habituellement. On est sur des enjeux là assez différents du B2C effectivement. Parce qu'il y a une question de rentabilité de votre côté, mais du côté client aussi. Quand on est B2B, si tu lui fais gagner un peu de temps, un peu d'administration, ça a de la valeur, quoi. Le temps est très très précieux nous pour nos clients effectivement et c'est un des gros enjeux aussi bien au niveau de la vitesse du site que de la facilité à trouver leurs produits sur le site. C'est complètement le gain de temps pour le client. Quand on parlait tout à l'heure par exemple des facturations dans l'espace client, c'est pas qu'uniquement pour le reordering, c'est que d'un point de vue comptable, le client il a un seul espace client où il retrouve l'ensemble de ses factures et il peut derrière faire sa comptabilité aussi. Donc il y a aussi cet enjeu. En fait, on positionne aussi le canal comme un canal de service et pas uniquement comme un canal de vente. Nicolas, toi, on repart un peu en B2C. Il y a un gros sujet qui concerne un peu plus de 60% des visites en ligne aujourd'hui, c'est les paniers abandonnés. C'est un gros enjeu parce qu'on a la sensation d'être arrivé au bout, d'avoir permis aux clients d'ajouter au panier, de se dire j'ai créé de la désirabilité sur mes pages catégories, sur mes fiches produits, et puis ça s'arrête. Comment tu traites ce sujet justement parce que c'est un endroit de rentabilité hyper fort d'aller chercher ces paniers abandonnés? Oui, tout à fait. Donc nous, on a mis en place une stratégie assez agressive sur la relance des paniers abandonnés. Donc l'internaute va recevoir assez rapidement un premier mail de relance. 24 ou 48 heures plus tard, en fonction des personas, un deuxième mail de relance. Et si on voit qu'ils ne convertissent toujours pas au bout du deuxième mail de relance, on va commencer à switcher sur un autre canal. Donc on a également des magasins, on a des points de vente physiques. Et donc la troisième relance va plus être orientée point de vente physique. Parce que s'ils ne convertissent pas sur le web au bout de la deuxième relance, on se commence à se poser la question, est-ce que vraiment c'est un client qui peut acheter aujourd'hui sur le web? Alors on fait ça évidemment pour les clients qui n'ont jamais été clients du e-commerce, on les identifie. Et ensuite on va traquer ces ventes en fait en magasin. Quand c'est dans nos magasins, on va les encourager à créer un compte, donc à remonter leur adresse email dans le système de caisse. Et nous, tout va être agrégé auprès de notre système de marketing automation. Et on va pouvoir traquer si la troisième relance orientée point de vente physique va générer des ventes ou pas. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On voit que c'est des clients qui ensuite ne commandent jamais sur le e-commerce, mais qui font du repérage sur le site, qui ajoutent au panier peut-être pour se rappeler ce qu'ils ont mis dans ce qu'ils ont repéré, mais qui ont quand même aujourd'hui besoin de voir le produit physiquement, de le toucher. Et donc, à un moment donné, tant qu'ils restent et qu'ils achètent un de nos produits, on est content. Et tu disais très agressif, ça veut dire quoi? Est-ce que vous envoyez de la promo sur les paniers abandonnés? Est-ce que vous faites ce genre de choses ou... Alors sur la première relance, non. Là, on va plutôt faire de la réassurance. À partir de la deuxième relance, on va commencer à activer de la promo. Oui. L'objectif, il est clair, c'est qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont devenus très chers. Vaut mieux faire un peu de promo et s'assurer que le client achète plutôt que de perdre le client définitivement. Et tu arrives à convertir à peu près combien de paniers abandonnés? Aujourd'hui, on arrive sur l'omnicanalité, on va dire, on arrive à récupérer 15% des paniers abandonnés. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Vous avez des stats différentes sur les deux autres business? Alors, au niveau des stats, j'ai pas le chiffre précis, mais nous, on a un peu le même type de mécanique que tu as cité, si ce n'est qu'on n'a pas pour le moment la dernière étape qui peut être intéressante également d'essayer de rediriger des clients vers le magasin, puisqu'on a aussi un réseau de magasins. Nous, après, la spécificité qu'on a, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, c'est que le code promo qu'on envoie en fait est valable uniquement une fois pour nos nouveaux clients. Parce que nous, comme on est sur un business qui aime très repeat, on ne veut pas que le client s'habitue à attendre 24 heures et comprenne la mécanique et à chaque fois valide sa commande avec un code promo de 7 ou 10%. Sur notre type de business, encore une fois, on est quand même quasiment similaire à un drive alimentaire. Donc, si tous les clients se mettent à pratiquer cela, ça va pas correspondre en termes de marge. Donc, nous, on a un cap au niveau de ça, c'est que c'est valable uniquement une fois pour nos premiers clients. Non, nous, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette notion de repeat qui est aussi importante. Surtout sur Lollipop, des sacs à main, on en achète peut-être
un par an, un tous les 2 ans. Donc c'est vrai que la cliente, quand elle est là, il faut la capter et il ne faut pas la perdre. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une grosse différence finalement dans la typologie aussi de business. Toi, tu es sur le temps beaucoup plus long, alors que toi, c'est sur un temps beaucoup plus court où il faut que ça convertisse ou ça ne convertira pas parce qu'elle ira acheter son sac ailleurs si elle est dans une phase d'achat d'un tel produit. Tout à fait, elle peut aller dans une autre marque, elle peut trouver le produit sur une autre plateforme. Alors de moins en moins parce qu'on l'interdit de plus en plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une pléthore de marques et il faut capter le moment présent et pas encourager la cliente à découvrir une autre marque. Ouais, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure, Mathieu, en introduction, qu'évidemment les coûts d'acquisition ont augmenté. Hein, on estime, alors c'est toujours un chiffre qui est un peu bâtard parce que difficile à appliquer à tous les univers, mais on estime que c'est à peu près 60% d'augmentation sur les 5 dernières années, donc ça compte, parce qu'il y a rarement 60% d'achats en plus, de panier moyen en plus, etc. Donc ça compte beaucoup, évidemment, parce que tous les ans, c'est un peu plus de 27 000 sites web qui sont créés. Donc c'est 27 000 personnes qui vont payer un peu plus sur Facebook, sur Google, sur Insta, etc., qui vont faire inévitablement monter les coûts. Et puis il n'y a pas proportionnellement autant de nouveaux clients. Malgré tout, même si la France et l'Europe se digitalisent chaque jour et qu'il y a de plus en plus de clients, mais proportionnellement non. Comment justement, du coup, on arrive aujourd'hui à optimiser ces performances en acquisition, en ads? Comment on peut vraiment réussir à réduire ses coûts tout en continuant à générer de l'intérêt et des ventes? Alors effectivement, tout l'enjeu est de réduire ses coûts sur les ads. Nous, on est hyper vigilants sur les dépenses en ads pour avoir des dépenses ROIstes au maximum. Il y a des exemples assez simples, mais je pense qu'on est beaucoup à faire le travers. En fait, c'est écouter les résultats de son agence. J'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent avec une agence pour cette partie-là. Nous, c'est notre cas. Je le recommande parce que forcément, il y a énormément de best practices qu'on ne peut pas avoir en tant que client. Et donc, nous, on est content du travail des agences, mais c'est important, je pense, de bien travailler, beaucoup collaborer avec eux, beaucoup échanger avec eux, parce que personne connaît mieux son business que vous, en fait. Même la meilleure des agences ne connaîtra pas mieux votre business que vous. Donc c'est hyper important, l'échange régulier avec l'agence pour définir ensemble la stratégie, pour surveiller que tout se passe bien. Confiance n'exclut pas contrôle, j'ai envie de dire. Il ne suffit pas de regarder son ROAS et de se dire « Ok, le ROAS est bon et tout va bien ». On peut toujours optimiser. Un bon ROS, c'est pas forcément toujours une bonne chose au final. Moi, je prends l'exemple, par exemple, chez nous, en référencement naturel sur notre marque, on ressort très bien, on est fort et on n'a pas de concurrents qui achètent notre marque. Pendant un temps, on a cramé un peu trop de budget au final à faire de l'ad sur notre marque, alors que ça sert à rien. On ressort en première position en naturel. Donc bien faire attention à ça, à pas dépenser de l'argent pour rien, parce que ça peut vite être un travers. Forcément, quand on fait des dépenses, nous dans notre cas, sur le mot-clé Drinks pour arriver sur notre site, forcément le return of ad spend est très bon là-dessus, mais au final on ressort en numéro 1 naturel. Donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres, vraiment garder l'argent pour l'optimiser sur des choses qui en valent le coup, éviter d'enfoncer des portes ouvertes, j'ai envie de dire là-dessus. C'est super important, c'est un travail de tous les jours. Bien suivre aussi ses landing pages quand on fait de l'ads. C'est souvent en tant que client que je me rends compte encore que lorsqu'on clique sur une ads et qu'on arrive sur une landing page qui n'est pas appropriée, pareil, là le client il va sortir du site très rapidement. C'est de l'argent, encore une fois, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Donc avoir les landing pages appropriées, avoir le stock approprié aussi. Souvent c'est un des travers aussi. Super, on fait de l'ads, on se fait plaisir, on envoie du trafic. Au final, on a oublié, mais on n'a plus de stock sur la marque qu'on est en train de mettre en avant. Et pareil, on jette de l'argent par les fenêtres. Donc vraiment, c'est un peu un travail de fourmi, mais qui en vaut le jeu pour optimiser vos dépenses, la rentabilité. Et c'est un travail à faire très régulièrement en collaboration proche avec les agents, je pense. Quand on a un panier moyen à 25 €, j'aime bien ça, parce que c'est un vrai cas important, et qu'on doit faire de l'ads, Facebook, Insta, etc. Ça doit coûter cher, non? Proportionnellement?
Ça coûte cher, mais il faut trouver les astuces. Et là où on arrive en fait à sortir notre épingle du jeu. Nous déjà on a fait le choix, c'est d'avoir une vision indépendante sur les performances par rapport à des outils de Google Ads ou de Meta. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne regarde plus vraiment les chiffres du nombre d'actions, du nombre de commandes, du CA généré dans Google Ads ou dans Meta, parce qu'elles sont souvent surévaluées, voire surévaluées pour Meta. Et donc nous on a fait le choix d'un outil qui s'appelle FlashSip, qui est basé sur de la technologie Matomo, pour faire de l'analytics. Et aujourd'hui, c'est notre référentiel pour savoir si on gagne de l'argent ou pas avec tel ou tel canal. Donc, T'as quoi comme différentiel, par exemple? sur du Google Ads, on va avoir un différentiel de 20 à 30%. Sur Meta, on peut avoir un différentiel qui atteint les 50%. Donc oui, ça se regarde différemment. C'est quoi? C'est un nombre de paniers sur le montant final? C'est les sur deux. quoi? Ah ouais. Les deux. Donc c'est vrai qu'on fait très très attention à ces informations-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Après, il y a toujours des astuces que les autres concurrents ne vont pas utiliser. Alors à un moment donné, ils vont la découvrir et ça va être tant pis pour nous. Mais c'est à nous d'avoir toujours un peu une étape d'avance sur les autres pour y arriver et à trouver un peu les trous de souris. On ne va pas pouvoir attaquer sur tous les mots-clés, malheureusement. Sur Balaboosté, typiquement, le mot-clé boucle d'oreille, on oublie beaucoup trop cher. Par contre, boucle d'oreille fantasy mariage, typiquement, c'est peut-être quelque chose qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de volume, mais c'est des requêtes hyper spécialisées et les gens qui vont arriver sur le site, on sait qu'ils vont acheter. S'il y a la bonne landing page, comme le S'il y a disait la bonne Mathieu. landing page, etc. Donc voilà, pareil, c'est un travail de fourmi d'aller trouver les petites astuces, mais une fois qu'on les trouve, ça fonctionne. Parce que ce travail de landing page, il est super important. On a tendance à l'oublier. On a des filtres sur les sites, etc. Mais en fait, le client, quand on lui dit bijoux fantasy mariage, s'il arrive sur une page qui s'appelle pas bijoux fantasy mariage, il a l'impression qu'il s'est trompé. Et du coup, il a tendance à partir et ça augmente énormément le taux d'abandon. Et ça, c'est vraiment super important comme conseil. C'est vraiment à chaque fois d'avoir un alignement parfait entre l'ADS et la page d'atterrissage. C'est vraiment hyper clé qu'il y ait la même identité visuelle, qu'il y ait les mêmes mots, qu'il y ait les mêmes choses, pour que ça soit en fait une continuité et que le client il ait vraiment pas la sensation de changer d'univers. Avant de te laisser sur ce sujet, il y a quand même un truc important. Tu as quand même dit que ton nouvel outil traquait entre guillemets de faux chiffres finalement de la part de Facebook et de Google. Comment tu peux être sûr que cet outil te dit lui la vérité ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne sans cookies, donc on traque 100% des visites. On remonte toutes les order ID. Donc derrière, on fait quand même régulièrement des exports entre les order ID remontés et les order ID qu'on a dans Magento. Donc on voit tout de suite s'il nous en manque, s'il y en a trop, s'il y a un trou dans la raquette. Et ensuite, par contre, il y a eu un énorme travail sur tout ce qui va être les UTM, des URL, etc. Donc on fait vraiment très attention que dans chaque campagne, c'est bien les bons UTM, tout est bien renseigné, c'est très précis, ce qui nous permet ensuite d'avoir un suivi parfait dans cet outil. Ça, c'est super important. Moi, pour le coup, on audite avec notre collectif des dizaines et des dizaines de comptes par an. Des boîtes sans UTM, c'est tous les jours. Genre, je ne sais pas si vous le faites tous bien, ou des UTM qui ont été copiés-collés et du coup, c'est pas la bonne campagne ou ce genre de truc. Et c'est tout con, hein, mais en fait, la lisibilité devient impossible et du coup, ça foire tout et c'est super compliqué. Donc ça, c'est un vrai travail hyper précis à faire pour pouvoir vraiment monitorer au quotidien. C'est ça, et puis surtout, c'est que quand on peut travailler avec des prestataires externes, on peut travailler avec des agences. C'est important aussi d'avoir une charte. Nous, on a créé une charte pour les UTM qui est partagée systématiquement avec tout le monde et où tous les canaux d'acquisition sont bien décrits sur comment il faut rédiger chaque UTM. Derrière, nous, on fait un suivi et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un tracking qui est parfait et qui est à 100% des données.
Alors, juste une dernière question sur ce sujet-là, et après je passe la parole, mais tu as dit tout à l'heure que ton outil de tracking était sur Matomo. Donc Matomo, c'est un petit peu le Google Analytics, enfin le gros concurrent de Google Analytics aujourd'hui. Pourquoi avoir switché de Google Analytics à Matomo, et c'est quoi ton retour là-dessus? Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs qui l'ont peut-être fait ou qui sont en train de se poser la question, parce qu'on me la pose tous les jours. La première raison, c'était une alerte de notre cabinet d'avocats en nous disant que Google Analytics et GA4 n'étaient aujourd'hui pas conformes aux réglementations RGPD européennes. Et donc ils nous ont mis un warning là-dessus, et assez rapidement on a décidé de choisir une solution qui elle était conforme. Il n'y en a pas non plus 10 000, il y en a certaines qui coûtent très très cher, nous on n'avait pas forcément le budget. Et c'est vrai qu'on a découvert cette solution Flashship, donc qui est basée sur une technologie Matomo, mais qui est en fait infogérée, gérée par une société. Les serveurs sont en France. Ça a été validé par notre cabinet d'avocats, et donc c'est pour ça qu'on a switché sur cette solution-là. Le deuxième avantage, c'est vrai que quand on a l'installé, on avait l'option de l'installer sans cookies. Et donc de s'exonérer de l'accord des internautes pour faire du tracking avec Matomo. Donc ça a été hyper bénéfique pour nous, parce qu'on s'est d'un seul coup retrouvé à traquer 100% des datas et à pouvoir aller assez loin dans ce qu'on traquait. Et donc aujourd'hui on a plus d'informations avec l'outil Flashship que ce qu'on avait hier avec Google Analytics. Alors après c'est vrai, c'est pas aussi joli, c'est pas présenté de manière aussi belle que dans un Google Analytics, ça prend un peu de temps de prendre la main dessus, mais une fois qu'on a pris la main, on arrive à récupérer beaucoup plus d'infos. En même temps, quand je vois comme peu de gens prennent la main sur GA4, prendre la main sur Matomo, ça sera pas beaucoup plus compliqué. Revenons-en à nous. Clément, justement, moi je me posais la question tout à l'heure, et on en avait parlé en préparant cette intervention, sur l'acquisition, sur la publicité. Quand tu fais du B2B comme ça, comment tu gardes cette notion un peu de rentabilité quand tu peut-être fais de la publicité sur des plateformes qui sont un peu plus B2C, je pense justement à Meta et à d'autres? Déjà, effectivement, ouais, nous, on teste, même si, comme je disais, en revenant à la stratégie numéro 1, c'est de faire plutôt du transfert de notre clientèle. Donc, la publicité, c'est pas forcément le levier aujourd'hui qui est le plus intéressant pour nous, même si on découvre au fur et à mesure avec l'expérience que c'est un canal de recrutement. Donc on passe forcément un peu par de l'ADS. Donc c'est plutôt les équipes en local qui gèrent directement cette partie-là. Nous on arrive en expertise dessus. On va forcément travailler avec Google, on va travailler avec Meta. On a des tests en cours aussi sur une partie de LinkedIn, parce que forcément une cible professionnelle elle se trouve là aussi. Les coûts sont pas les mêmes de l'un sur l'autre, donc c'est vrai que c'est un sujet. Aujourd'hui, mesurer le retour que ça a en B2B, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour nous c'est quand même quelque chose qui va marcher très très vite. C'est-à-dire qu'un client gagné en B2B par rapport au panier moyen qu'il va avoir de dépenses, l'ADS ça reste quand même un levier qui va être rentable assez rapidement. J'ai un conseil sur l'AD, c'est vraiment essayer. Ça va être un peu de budget au début, mais il faut essayer pour savoir. Il faut se laisser aussi assez de temps pour avoir un résultat qui soit fiable, on va dire. Ne pas couper non plus trop vite au bout de 24-48 heures. Avoir le temps de fiabiliser ces données, mais essayer et ensuite ajuster la stratégie. Alors là, il y a presque deux... Alors je ne sais pas si c'est deux visions, ça se trouve elles sont complémentaires, mais toi tout à l'heure tu disais si c'est pas héroïste, on coupe. Par rapport à ce que vient de dire Mathieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de temps on attend? Qu'est-ce qu'on dépense? Est-ce que c'est un pourcentage de son budget? Est-ce que c'est... Nous, pour les tests, on va se fixer à chaque fois qu'on fait un test une période et un budget. Donc c'est fait en lien avec l'agence, évidemment, qui ont leur premier insight souvent de leur CM chez Google ou chez Meta. Et à partir de là, on va se dire, OK, on alloue tant d'euros, qui est entre guillemets hors budget. On alloue tant d'euros sur X période de semaines, mois, etc. Et à la fin, on fait un bilan. Est-ce que, à la fin de, disons, 3 mois, est-ce que le ROI cible, il est atteint? Oui, très bien, on continue.
on n'arrive pas à l'atteindre, on n'a aucune information qui nous dit qu'on va réussir à l'atteindre, bah dans ces cas-là, on n'y va pas, on arrête et c'est de l'argent qui a été perdu dans le test. Mais on préfère fonctionner comme ça, sur des budgets, des périodes qui sont séparés pour faire des tests. Ça veut dire que tu as ton budget acquisition classique et un budget un peu poche à côté, test, Ouais, c'est ça. sur lequel tu n'attends pas grand-chose finalement et que tu intégreras que si ça fait ses preuves, quoi. Ouais, exactement. Et nous, de plus en plus, le budget de toute façon ads est encore une fois piloté au ROI. Donc, c'est un objectif de ROI qui est fixé sur l'année. Le montant dépensé n'est pas fixé sur l'année. Donc c'est selon ce que tu gagnes que tu vas dépenser. C'est ça. Si tu gagnes pas, tu dépenses plus. Exactement. Ok. Justement aussi, Clément, et tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure, pour augmenter sa rentabilité, il y a aussi une grosse gestion humaine, gestion des ressources, gestion des hommes. Tu disais justement un peu standardisation, globalisation aussi des ressources. Comment on arrive justement à appréhender ces ressources pour recruter les bonnes quand on est aussi une boîte comme la tienne internationale ? Oui, la partie des ressources humaines, c'est un sujet, et c'est un vrai sujet de plus en plus important, notamment sur les profils e-commerce et les profils digitaux. Nous, on a une organisation un peu particulière, en tout cas qui est propre à Valorna, on a des équipes locales du coup qui concrètement animent commercialement leur e-commerce sur différents types de modèles, parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure du site web, mais nous on a de la vente du coup en direct au travers des sites, mais on va passer aussi par des modèles de flash sales, des modèles de marketplace. Donc localement, ils ont la charge et la responsabilité d'animer ces plateformes commercialement, de monter leur plan de communication, de monter leur plan d'activation finalement. Et on a une équipe centrale qui est là en support sur des initiatives. Donc après, on choisit et on priorise certaines initiatives sur lesquelles on pense qu'on peut avoir plus de levier de business et de croissance et de rentabilité. Et on a une équipe support qui va intervenir, que ce soit pour le lancement de nouveaux projets, que ce soit derrière pour l'accompagnement sur la gestion du run. Donc une maintenance applicative, par exemple, sur l'ensemble des sites, elle est gérée plutôt en centrale aujourd'hui. On a, comme je disais, une plateforme commune de corps modèle et on rapatrie petit à petit l'ensemble des sites locaux dessus et on va gérer toute cette partie maintenance en centrale pour une mutualisation des coûts, parce que du coup on est sur une seule technologie, donc en termes de ressources aussi, on va aller chercher des spécialistes de Magento et on va pas aller chercher à la fois un spécialiste aussi PrestaShop. Enfin, on va pouvoir se focaliser là-dessus, donc la montée en compétences aussi est plus rapide. Sur de la partie, mais ça on le fait sur tous entre guillemets les programmes. Sur de la partie data, on va aussi essayer d'amener tout le monde sur les mêmes outils, parce que derrière il y a les plans de formation, il y a l'accompagnement, et du coup plus on standardise, plus on a des chances de faire monter en compétences rapidement. Donc c'est un peu le mode de fonctionnement qu'on a sur la partie ressources. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi toute cette partie formation des équipes, montée en compétences qui est hyper clé pour augmenter la rentabilité de chacun finalement aussi dans le business. Il nous reste 5 petites minutes. Moi j'ai encore plein de questions, mais du coup si vous en avez, je vous laisse d'abord la parole et comme ça me permettra de conclure. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne peux pas imaginer qu'il n'y en ait pas. Ah, super. Ah ben on vous le dira juste après alors, comme ça on dérange pas les autres et on vous donnera les... C'était à vous d'arriver à l'heure quand même. On vous le dira juste après pour qu'on puisse continuer la conférence dans sa continuité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ouais. Ah j'allais y venir. Je viens de le faire, je veux bien. Oui, on va parler de ChatGPT. Est-ce que vous avez fait des tests? Mais notamment, Mathieu, je crois, Oui. vous faites beaucoup de livraisons. J'imagine que l'optimisation de la logistique, ça doit être quelque chose, vous avez dû mettre des algorithmes derrière tout ça. Donc, ChatGPT, intelligence artificielle et algorithmes et data, où en êtes-vous tous les trois?
Alors, nous, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, on en est au début, au tout début. Hein. Pour le moment, nos tournées de livraison sont encore loin d'être gérées avec ça. On fait des tests comme beaucoup de personnes, beaucoup de e-commerçants, j'imagine déjà sur des cas plus concrets, plus simples, pour la rédaction des fiches produits par exemple, où on commence forcément à tester, à s'aider un peu de ChatGPT pour gagner du temps sur cet aspect-là. Pour le moment, c'est la première application concrète vraiment qu'on a faite avec ChatGPT. On n'a pas encore été vraiment plus loin avec l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Bien sûr, on l'utilise d'une manière ou d'une autre. Forcément, je pense qu'on a parlé des campagnes publicitaires tout à l'heure avec Google Ads. Performance Max, c'est des choses qui sont de plus en plus maniées par l'intelligence artificielle interne à Google. C'est des cas d'usage concrets qu'on a. On laisse faire la machine, on fait confiance à la machine pour optimiser la rentabilité des campagnes grâce à Google Performance Max. Mais par rapport à ChatGPT, etc., on n'a pas encore été beaucoup plus loin que ça pour le moment. Toi, Nicolas, par contre, c'est au cœur de ton business, 5000 fiches produits par an à faire, ça. donc tu peux plus te passer de l'IA. On peut plus, non. Nous, c'est vrai qu'on a une très très grosse volumétrie de fiches produits à créer, c'est le cœur de notre métier. C'est 5000 nouveautés par an, avec un taux de renouvellement à 100% de nos fiches produits. Des fiches produits qui ont une durée de vie de 3 à 6 mois maximum. Donc il faut que ça aille vite, il faut en traiter beaucoup. Et donc aujourd'hui, on utilise en effet l'IA à pas mal de niveaux. Déjà au niveau de la récupération des données de l'ERP pour les intégrer dans un PIM. Donc là, on a aujourd'hui une grande partie des informations qui sont stockées dans un champ de désignation qui est rempli à la main par les chefs de produits. Donc en fonction des chefs de produits, la manière dont c'est écrit varie énormément. Et donc on utilise déjà l'IA pour faire cette catégorisation de données et rentrer ces données ensuite dans des colonnes, hein, dans des attributs qui peuvent être réutilisés. Et ensuite on va réutiliser ces attributs pour générer nom, description. Aujourd'hui les descriptions sont également générées avec un mix entre des phrases pré-créées par mes équipes. Donc on a à peu près 500 modèles de phrases et des phrases à trous. Et ensuite on va faire une repasse dessus avec ChatGPT pour compléter ces phrases, corriger l'orthographe, la grammaire, pour faire les bons accords en fonction des produits, hein, que ce soit des boucles d'oreilles, c'est au pluriel, un collier, c'est au singulier, mais un set de colliers, ça va se retrouver au pluriel. Donc on a pas mal en fait, de complexité qui fait qu'on ne pouvait pas forcément tout traiter avec des formules Excel ou autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'IA nous aide beaucoup là-dessus. Ça nous permet de générer un très très grand volume de fiches produits rapidement, alors que c'était une tâche avant qui était très répétitive. C'est pas très drôle d'écrire 5000 fiches produits par an sur des bijoux fantaisie. Hein. Donc voilà, cette étape-là a été aujourd'hui traitée par l'IA. Ça fait gagner beaucoup de temps aux équipes. Tu m'as dit aussi que ça avait réduit pas mal la charge salariale finalement là-dessus, parce que c'était 5 personnes et que tu es passé à une personne. C'est ça, et une personne maintenant qui s'occupe du catalogue produit, contre 5 avant, et puis c'était vraiment pas drôle à faire. Donc c'était des gens qui forcément n'étaient pas toujours très épanouis dans leur tâche. Mais voilà, maintenant c'est vrai qu'on a commencé ce projet-là il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ChatGPT n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Donc on faisait au début que de la classification. Maintenant, c'est vrai que ça permet d'aller beaucoup plus loin et de faire de la génération de contenu. Est-ce que toi vous vous en servez déjà ? Sur ChatGPT, non, on ne s'en sert pas encore. Pour autant, je parlais tout à l'heure de standardisation et tout, donc c'est des vrais sujets qu'on a commencé à discuter avec les agences. Et du coup, je retrouve complètement le discours de, voilà, ça peut déjà permettre de traiter une grosse partie. Et ensuite, il y a du correctif à amener quand même humain, mais c'est un gros gain de temps, donc on y réfléchit, notamment sur le catalogue B2B qui est quand même relativement important. Pour la partie après data, intelligence artificielle ou modèle prédictif ou ce genre de choses, oui, on a des POC qui sont lancés concrètement. Typiquement, je parlais tout à l'heure de transfert client, d'expansion. On va aujourd'hui sur un POC essayer de se baser sur ce qu'on a fait sur la France pour déployer derrière le transfert sur l'Italie, sur l'Allemagne ou sur d'autres zones en se disant quels sont finalement les clients early adopters.
quel levier les permet de convertir plus rapidement, quel profil du coup cibler rapidement. Et là, on est encore dans un gain de rentabilité. Finalement, c'est vers cela qu'on va aller s'adresser en priorité. C'est peut-être là qu'on va amener notre force de vente aussi tout de suite pour que cela bascule tout de suite sur le canal. On va prioriser, en fait, essayer de prioriser nos actions par rapport au retour d'expérience qu'on a sur le modèle français qu'on a pu lancer. On a aussi des tests sur, comme je disais, du coup, notre modèle, il est multimarque, multimarché. Sur la partie multimarque, le related product, on en parlait tout à l'heure, les zones de cross-sell, d'upselling, c'est important pour nous pour accélérer la partie multimarque. Donc, on est en train de réfléchir aussi à monter des matrices qui nous permettraient, sur la base des consommations de nos clients et des factures qu'on peut avoir, quels sont les produits qui s'associent le mieux en ligne et comment on peut derrière donner des règles métiers pour pousser toute cette partie multimarque en laissant certaines zones disponibles pour des marques sur lesquelles on veut accélérer. Voilà, toujours ramener après à la stratégie du marché, quelles sont les marques qu'on veut pousser sur ces marchés-là. Mais voilà, on va mettre l'idée, c'est de mettre la data au service de ça, sur des choses qui sont aujourd'hui beaucoup remplies par de la partie humaine et de la perception humaine, et puis automatiser les flux. Parce que derrière, ça va être le sujet. Le sujet, c'est le gain de temps par rapport à ça. Effectivement, le gain de temps, et ça rentre tout à fait dans le sujet de la rentabilité aujourd'hui, la création de fiches produits. Il y a beaucoup de business où il y a une énorme partie de création de fiches produits annuelles. Il faut prendre le temps d'analyser, d'optimiser, de se mettre vraiment derrière la personne qui fait ce travail-là, voir où il y a de l'optimisation à faire en termes de clics, etc. Parce que souvent, on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de clics clics pour réaliser une fiche produit et ça vaut le coup vraiment d'y passer du temps, d'optimiser, parce qu'au final, la rentabilité, elle passe par là aussi. Bon, on a déjà fait l'heure. Je vais vous laisser quelques minutes pour aller boire un petit café. Merci à tous. Juste après, donc Nicolas continue avec une conférence sur Performance Max. Et en concurrence, il y a du gros niveau parce que c'est moi qui est de l'autre côté. Où on va parler justement d'optimisation de la conversion sur les sites web. Donc comment on fait pour qu'on ait plus une vente sur 100 visites, mais 2, 3, 4, 5, 6 et puis on ne sait pas jusqu'où. Et je réponds à vous, madame. Donc tout à gauche, Clément Chiarello de chez Valrhona. Au milieu, Nicolas Gelfarb de chez Grouprand et Mathieu Mélinger de chez Menoven. Merci. Merci à tous.